Brutalement décompressés, les 6 travailleurs de la plateforme pétrolière, Buy for Dolphin, se sont retrouvés impliqués dans l'accident de plongée, le plus terrible jamais enregistré. Ce qui devait être une opération de plongée en saturation de routine, transformée en un scénario d'horreur totale. Un seul d'entre eux a réussi à s'échapper vivant, mais pas sans subir de graves blessures. C'est l'histoire fatale de la catastrophe de Buy for Dolphin. Le samedi 5 novembre 1983, alors qu'un forage était effectué dans le champ de Geifrig, situé dans le secteur norvégien de la mer du Nord. Les plongeurs, Roy P., Luca, Edwin Coward, Trull, Hellevig et Bjorn, Iver, Bergensen ont été désignés pour effectuer des travaux de maintenance dans les profondeurs de la plateforme. Pour soutenir l'équipe, 2 plongeurs courageux, William Cramond et Martin Saunders, étaient présents. Truls Hellevig et Bjorn Bergensen sont descendus à une profondeur de 295 pieds pour effectuer des réparations au bas de la structure de forage. La possibilité d'atteindre de telles profondeurs a été rendue possible grâce à l'utilisation d'une cloche de plongée qui pouvait être raccordée à un système de chambre où les plongeurs étaient temporairement logés. Contrairement à d'autres plongeurs, ces professionnels passaient jusqu'à 28 jours confinés dans une chambre étroite et pressurisée où ils réalisaient leurs activités, prenaient leurs repas et dormaient. Sur la plateforme Buy for Dolphin, l'entreprise pétrolière exigeait que les plongeurs affrontent de longues journées de travail, avec des quarts de 18 heures suivis de seulement 3 heures de repos, avant de retourner au travail. Malgré l'environnement claustrophobe et les défis, la rémunération était très attrayante, variant généralement entre 30 000 et 45 000 $ par mois. La plateforme dépendait de l'effort coordonné de centaines de membres d'équipage, tous effectuant des tâches intenses en même temps, sans se douter de ce qui allait se passer. Pour les 4 plongeurs, ces activités routinières allaient se transformer en un cauchemar inimaginable. Dans les chambres pressurisées, le système était composé de la chambre 1, de la chambre 2, d'une capsule d'évasion reliée à un canot de sauvetage en haut et d'un tronc qui se connectait à la cloche de plongée. La cloche était fixée à ce tronc pendant que les 2 opérateurs de plongée, William Cramond et Martin Saunders, contrôlèrent depuis la plateforme. Pendant ce temps, les chambres pressurisées restaient positionnées sur la structure supérieure, permettant à la cloche d'être décrochée pour atteindre la profondeur nécessaire. Ce système permettait une utilisation efficace du temps et des ressources, facilitant la transition entre l'environnement sous-marin à haute pression et les logements pressurisés en surface. En descendant dans les profondeurs de l'océan, le principal défi auquel sont confrontés les plongeurs est la pression extrême. À chaque 10 mètres de profondeur, la pression ambiante augmente d'environ une atmosphère. Chaque atmosphère supplémentaire exerce une force d'environ 14,6 livres par pouce carré sur le corps humain. Le véritable problème de la plongée ne réside pas dans l'atteinte de grandes profondeurs, mais dans le retour à la surface en toute sécurité. Dans les profondeurs, la pression élevée fait que l'azote et l'hélium se dissolvent dans le sang, le saturant proportionnellement à l'augmentation de la pression environnante. Cette saturation se produit parce que les plongeurs respirent un mélange spécifique de gaz, à l'intérieur des chambres pressurisées, généralement composées d'hélium et d'oxygène, appelé héliox. La composition de ce mélange est ajustée en fonction de la profondeur de la plongée, ce qui donne naissance au terme plongée de saturation. Si la montée à la surface est trop rapide, la réduction brusque de la pression peut provoquer la maladie de décompression, connue sous le nom de BENZ. Cette condition, que l'azote dissous dans le sang retourne à l'état gazeux, formant des bulles dans différentes parties du corps. Ce processus peut entraîner des nausées, des vertiges, des douleurs intenses dans les articulations, une paralysie et, dans les cas graves, même la mort. Pour éviter une maladie de décompression, il est essentiel de remonter à la surface lentement et progressivement, permettant à l'azote de se dissiper naturellement. Cependant, l'industrie pétrolière n'est pas connue pour sa patience. Ce jour-là, les techniciens de support de vie ont veillé à ce que la composition de l'air, dans les chambres hyperbares, soit ajustée aux besoins respiratoires des plongeurs sous-marins. Parallèlement, l'équipe de contrôle de plongée opérait le
cloche de plongée, le levant et le descendant à l'aide d'une grue, tout en surveillant de près les activités des plongeurs. À 4 heures du matin, Truls Hellevig et Bjorn Bergesen avaient terminé leur travail de maintenance sous une pression de 9 atmosphères nécessaire pour opérer à 90 mètres de profondeur. Ils sont alors remontés à la surface, à l'intérieur de la cloche de plongée. Lorsqu'ils sont arrivés, la cloche devait être reconnectée aux chambres pressurisées, qui fonctionnaient à la même pression atmosphérique. Pendant ce temps, à la surface, Roy Lucas et Edwin Coward se reposaient, prêts à prendre le prochain tour dès que Truls et Bjorn servent de retour. L'un des rôles les plus essentiels dans la plongée de saturation est joué par les tenders, qui aident à manipuler et à récupérer l'ombilical. L'ombilical fonctionne comme une ligne vitale pour les plongeurs, étant un câble robuste qui connecte l'approvisionnement en air et la communication avec la surface. Dans le passé, les tenders étaient également responsables de raccorder la cloche de plongée aux chambres pressurisées de repos. Cela s'est produit sur le Byford, Dolphin. Les tenders portent littéralement la vie de leurs collègues plongeurs entre leurs mains. Malgré cela, ils avaient déjà travaillé pendant plus de 12 heures d'affilée. Les deux tenders expérimentés, William Cremond et Martin Saunders, étaient prêts à reconnecter la cloche de plongée aux chambres pressurisées pendant que Truls, Hellevig et Bjorn Bergesen remontaient des profondeurs de la mer. Cremond a réussi à connecter la cloche de plongée aux chambres de repos avec succès, permettant à Bjorn Bergesen et Truls Hellevig d'être transférés en toute sécurité dans la chambre 1. Cette équipe était habituée au processus, ayant répété l'opération de nombreuses fois. Dans des conditions normales, transférer les plongeurs vers une zone de repos et déconnecter la cloche était une tâche relativement simple. D'abord, ferme la porte de la cloche de plongée, qui restait ouverte, pour le tronc d'accès. 2. Augmenter progressivement la pression à l'intérieur de la cloche de plongée pour garantir la fermeture hermétique de la porte de la cloche. 3. Ferme la porte de la chambre, également ouverte pour le tronc d'accès. 4. Réduisez lentement la pression dans le tronc jusqu'à atteindre le niveau d'une atmosphère. 5. Libérez le collier pour déconnecter la cloche de plongée du système de chambre. Alors, K.O. a pris le dessus. Cremond a libéré le collier, déclenchant une réaction en chaîne qui a entraîné la violente décompression des chambres. La cloche de plongée a été déconnectée avant que les portes de la chambre ne soient complètement fermées, provoquant une dépressurisation explosive. Différence de pression a détruit les chambres, projetant Hellevig sur le pont. La pression à l'intérieur de la cloche est tombée instantanément de 9 atmosphères à 1 atmosphère. La décompression a propulsé la cloche dans les airs. La pression à l'intérieur de la cloche est tombée instantanément de 9 atmosphères, correspondant à une profondeur de 287 pieds sous l'eau, à une atmosphère équivalente à la pression de l'air à la surface. La force de la décompression a fait que la lourde cloche de plongée a été projetée dans les airs. La cloche de plongée a frappé Cremond et Saunders, les blessant grièvement. Soit Cremond a déconnecté la cloche sans autorisation, soit le chef de plongée a donné l'ordre de retirer le raccordement même avec le tunnel, encore pressurisé. Cremond n'a pas survécu à ses blessures et est décédé. Saunders, quant à lui, a survécu, mais pas sans conséquences. Cremond n'a pas survécu à ses blessures et est décédé. Saunders, quant à lui, a survécu, mais pas sans conséquences. Lorsque l'équipe de secours l'a trouvé, il était partiellement coincé sous la cloche de plongée qui pesait 4 tonnes. Ses poumons se sont effondrés à cause de la violence de l'impact. De plus, Saunders a subi 3 fractures de la colonne vertébrale et une grave blessure au cou. Cependant, le destin des 4 plongeurs à l'intérieur des chambres a été encore plus tragique, bien que les détails exacts soient impossibles à vérifier. La vitesse à laquelle la décompression s'est produite a probablement entraîné une mort instantanée et indolore pour eux. Des décompressions comme celle-ci sont fatales. Aucun être humain ne pourrait survivre à une situation aussi extrême. Contrairement aux récents désastres de l'OceanGate, dans le cas du Byford Dolphin, les corps des plongeurs n'ont pas été perdus dans l'océan. Cela dit, savoir exactement ce qui est arrivé à ces personnes apporte peu de réconfort. Les rapports officiels de l'incident contiennent des enregistrements graphiques qui illustrent l'extrême souffrance à laquelle leurs corps ont été soumis. Malgré cela,
Les plongeurs n'ont pas eu conscience de ce qui se passait, ni ressenti les terribles effets de leurs morts abruptes. Bien qu'ils aient été proches de la porte, le sang de Lucas, Coward et Bergerson a immédiatement commencé à bouillir à l'intérieur de leur corps, tandis que de grandes quantités de azote dissous sont revenues brusquement à l'état gazeux. La mort des plongeurs a été immédiate. La graisse s'est solidifiée et s'est accumulée dans leurs artères, leurs veines, leur cœur et leur laideur. Foyers. La force explosive de l'expansion des gaz a projeté du sang et des morceaux des corps des plongeurs à l'intérieur de la chambre. Alors que Lucas, Bergerson et Coward sont devenus complètement méconnaissables, Relevic a subi le destin le plus terrible, en étant plus proche de la porte de connexion. L'égalisation de la pression a fait en sorte que la porte de la chambre 1 se soit partiellement bloquée, forçant le corps de Relevic à passer par une ouverture en forme de demi-lune de seulement 24 pouces, sans réussir à traverser la ouverture. La pression extrême a entraîné une issue terrible. Les organes internes d'Relevic ont été expulsés violemment de son corps par la petite ouverture. Lors de l'analyse, les enquêteurs ont retrouvé une partie de sa colonne vertébrale, une partie de sa trachée et de son intestin grêle, toujours à l'intérieur de la cloche de plongée. Leurs autres organes restaient intacts, presque comme s'ils avaient été retirés avec soin. Au total, l'incident a entraîné 5 morts, avec une brutalité qui a laissé très peu de sang visible, malgré l'état mutilé des corps. Au départ, beaucoup ont blâmé l'équipage, considérant une possible défaillance de communication ou des procédures inadéquates comme les causes du désastre. Il est bien connu que l'équipe travaillait souvent plus de 12 heures d'affilée, augmentant ainsi le risque d'erreurs humaines. Néanmoins, personne n'a pu identifier avec précision ce qui a conduit à la décision de déverrouiller le système de manière erronée, exposant tous les impliqués à un destin aussi terrible. Avec la mort de Cremont, le véritable motif derrière la libération du Grand Pot reste un mystère qui ne sera jamais résolu. Pour minimiser les risques associés, il était impératif d'exécuter chaque détail de l'opération à la perfection en mettant l'accent sur le transfert effectué par pression, ce qui, si cela avait été fait correctement, aurait pu éviter le dénouement tragique. Cependant, la North Sea Divers, alliance, composée de plongeurs actifs et de familles des victimes, accusait les supérieurs de négligence, affirmant que les plongeurs du Byford Dolphin avaient reçu des équipements défectueux. Un fait important à souligner est que l'équipement utilisé par l'équipage datait de 1975 et ne possédait pas les ressources de sécurité modernes qui auraient été nécessaires pour éviter des défaillances. En conséquence, les autorités ont révisé les réglementations norvégiennes, exigeant désormais que tous les systèmes de cloche incluent de tels mécanismes de sécurité. Bien que beaucoup croient que l'accident a été causé exclusivement par un défaut du mécanisme de verrouillage, la situation était plus complexe. Il a fallu des décennies pour que le gouvernement norvégien, responsable de l'opération Dubay for Dolphin, en 1983, reconnaisse sa culpabilité et indemnise les familles des défunts. Ce n'est qu'en 2009 que le gouvernement norvégien a conclu des accords financiers non révélés avec les familles des 6 victimes, y compris Sanders. Selon le rapport officiel, l'accident a été causé par un équipement défectueux et non par une erreur humaine. De plus, l'environnement bruyant qui nuisait à la communication et les ordres peu clairs ont également contribué au désastre. Le Byford Dolphin a été une plateforme de premier plan dans le forage offshore pendant plus de 4 décennies, réalisant des opérations dans divers endroits à travers le monde. En 2016, la plateforme a été désactivée, marquant la fin de son long parcours dans l'industrie du pétrole et du gaz.